Madame, Monsieur, bonsoir. Intégrer le Covid dans le mode de vie, c'est la dynamique dans laquelle s'inscrit l'assouplissement des mesures annoncées par le gouvernement, des mesures susceptibles d'être revues en cas d'évolution négative de la maladie. Nous étions à la conférence de presse du Premier ministre et vous aurez plus de détails dans quelques minutes. Regain de vitalité pour le secteur du transport avec le redémarrage des activités, une décision conditionnée au respect des mesures sanitaires et gestes barrières, mais comment combiner distanciation sociale et impératif de gain, cela est-il seulement possible? Constat sur le terrain à Ouaga et Bobo. Zone de turbulence pour la compagnie aérienne Air Burkina entre paiement des loyers des avions, charges des personnels et frais des structures. La compagnie est en proie de véritables difficultés depuis la fermeture de l'espace aérien. Nous avons cherché à mieux cerner les répercussions et vous en aurez les explications dans cette édition. La bourrasque a-t-elle eu raison du toit du stade régional de Tinkodogo? 6 mois après la célébration des festivités du 11 décembre, l'infrastructure plie les chines. À quel niveau faut-il situer la responsabilité? Le secrétariat permanent entend répondre à la question avec la visite terrain d'une mission. Nous étions également sur les lieux pour constater les dégâts. Ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. La situation du Covid, avant de développer ces titres à la date du 4 mai, se présente avec 16 nouveaux cas confirmés, dont 11 venus du Niger et de la Turquie, 3 guérisons et malheureusement 2 décès enregistrés. Face à un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre des mesures restrictives édictées par le gouvernement, ce dernier a décidé de leur assouplissement. Il s'agit d'amener les Burkinabés à intégrer la maladie et vivre avec. C'est dire donc que les mesures restrictives et les gestes barrières devront être des réflexes. Mais attention, le gouvernement se réserve le droit de revenir sur les décisions d'assouplissement si une évolution négative est constatée. C'est ce que le Premier ministre a expliqué ce matin aux journalistes au cours d'un point de presse détaillé par Sie Dilarien Hien et Sekou Zango. L'allègement des mesures restrictives contre le Covid-19 annoncé par le président du Faso n'est pas une baisse de vigilance, mais un message que les Burkinabés devraient apprendre à vivre avec le coronavirus comme toutes les autres maladies. C'est ce qu'a laissé entendre le chef du gouvernement à cette rencontre avec les hommes de médias. Christophe Marie-Joseph Dabiré traduit sa reconnaissance au personnel de santé, à tous les acteurs impliqués dans le combat contre le coronavirus et à l'adhésion des populations aux mesures barrières. Il invite l'ensemble des Burkinabés à poursuivre la guerre contre le Covid-19. Il a invité chacun et chacune de nous à adopter et appliquer les gestes barrières définis par le ministère de la Santé, à respecter les mesures restrictives des libertés dans le souci de limiter la propagation du virus et de protéger ainsi l'ensemble de la population. Les effets du coronavirus constituent un véritable coup dur pour l'économie nationale et le gouvernement est soucieux de la souffrance des populations, selon le Premier ministre. Après un temps d'observation de l'application des différentes mesures, le gouvernement a pris l'option d'une reprise progressive des activités dans le souci d'alléger les souffrances des populations tout en maintenant le cap dans la lutte contre l'épidémie au niveau national. La décision de réouverture des classes, des marchés et yards, ainsi que la reprise de certaines activités socio-économiques s'inscrit dans ce processus. Un processus qui ne devrait pas laisser de la place à de mauvaises interprétations. Pour Christophe Joseph Mali Dabiré, le chef de l'État a pris cette décision de manière souveraine et en concertation avec les différents acteurs de la vie nationale. Le chef du gouvernement appelle particulièrement les acteurs de l'éducation à tous consentir le sacrifice afin de sauver l'année scolaire et académique. Je lance un appel aux organisations syndicales du monde de l'éducation de travailler à faire en sorte qu'elles puissent nous accompagner dans les efforts que nous sommes en train de développer pour sauver l'année scolaire et universitaire. Tous autant que nous sommes des parents d'élèves. Et personne n'a intérêt à ce que l'année soit perdue. Le port du masque est obligatoire
et est en vigueur depuis le 27 avril dernier. Le gouvernement est dans la sensibilisation, mais devra passer à la phase contrôle restrictif afin d'amener tout le monde à observer ces mesures barrières, selon Christophe Joseph-Marie Dabiré. Pour l'instant, l'assouplissement des mesures restrictives sont en vigueur depuis ce 4 mai. Toutefois, prévient le Premier ministre, le gouvernement se réserve le droit de revenir sur ces mesures restrictives afin de préserver l'intérêt national. Le gouvernement qui peut aussi désormais prendre des ordonnances dans le cadre de la lutte contre le Covid sans l'aval de la représentation nationale. Le projet de loi portant loi d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance a été adopté par l'Assemblée ce matin. Il vise à combler les insuffisances de la législation dans un contexte de crise. Détail avec Paul David Bambara et Aimé Solange Guigma. À travers l'adoption de cette loi d'habilitation, l'Assemblée nationale cède une partie de son pouvoir au gouvernement. Cette loi d'habilitation, qui est une loi de procédure, permet à l'exécutif de prendre des ordonnances dans certains domaines de la vie de la nation pendant 3 mois sans l'aval de la représentation nationale. Situation sanitaire oblige. Donc, au regard de la situation du Covid-19 que nous vivons, qui nécessite que des mesures urgentes soient prises, souvent pour restreindre certaines libertés, ou bien pour suspendre des délais par exemple devant les juridictions, ou bien pour prendre certaines mesures de réorganisation de notre administration, que le gouvernement a jugé utile d'introduire donc ce projet de loi d'habilitation qui vient d'être adopté, afin d'avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale pour prendre des mesures rapidement dans des domaines qui relèvent de la loi. Sur les 61 présences recommandées, conformément aux mesures barrières, 47 ont voté pour, 2 abstentions et 12 contre. Nous avons estimé que sur des questions essentielles, sur des questions fondamentales, il n'est pas normal que l'Assemblée nationale se dessaisisse au profit d'un gouvernement dont la crise de confiance est en mal dans le contexte actuellement du Covid-19. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La loi d'habilitation qui nous a été accordée pour agir, les mesures, les ordonnances que nous allons prendre sont suffisamment encadrées par le Constitution lui-même. Si vous prenez l'article 107 de la Constitution, il est clairement défini qu'avant de prendre l'ordonnance, nous devons demander l'avis du Conseil constitutionnel. Or, vous savez que le Conseil constitutionnel, c'est le juge du contrôle de la constitutionnalité des lois. Ça veut dire que ce juge-là devrait vérifier que les mesures que nous allons prendre ne violent pas la Constitution. Le même article dit que les mesures que nous allons prendre après avis du Conseil constitutionnel, nous devons les déposer dans un délai donné pour être ratifiés par l'Assemblée nationale. Et c'est 3 mois qui nous a été donné. Donc, il y a un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel, et un contrôle a posteriori par l'Assemblée nationale qui fait que le gouvernement n'a pas le choix que d'agir dans la légalité au risque de voir ses actes rejetés. Avec cette loi d'habilitation, le Burkina dispose désormais d'un dispositif judiciaire pour faire face à cette situation sanitaire. Et avant de poursuivre ce communiqué du gouvernement à la suite de l'attaque perpétrée contre 4 éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Djibo le 2 mai dernier, ayant fait un mort et un porté disparu, les forces de défense et de sécurité venues en renfort ont poursuivi des combattants armés, des groupes terroristes qui se sont enfuis dans le camp des réfugiés de Mentao. L'opération de ratissage qui s'en est suivie s'est heurtée à la résistance de certains réfugiés, provoquant des incidents. Cette situation non souhaitée a occasionné malheureusement des blessés parmi les réfugiés du camp. Ces blessés ont été évacués au CMA de Djibo où ils bénéficient d'une prise en charge avec l'appui de nos partenaires. C'est l'occasion pour le gouvernement de les en remercier. Le gouvernement déplore une telle situation et s'engage à ouvrir une enquête pour rétablir les responsabilités de part et d'autre. Le gouvernement prendra toutes les dispositions afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'encontre des réfugiés que le pays a volontairement accepté d'accueillir sur son territoire depuis 2012. Le gouvernement de Burkina dément toute information sur un éventuel ultimatum donné aux réfugiés pour quitter le camp. Le gouvernement tient à rassurer les communautés réfugiées, les demandeurs d'asile, les populations hôtes, l'ensemble de la communauté humanitaire
L'opinion nationale et internationale, les pays frères et l'ensemble de la communauté internationale qu'il ne ménagera aucun effort pour tenir ses engagements en matière de respect du caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés, de garantir la protection internationale et les droits des réfugiés sur son territoire. Il tient à rappeler que les espaces humanitaires ne sauraient servir de base ou de refuge pour des terroristes. Il invite par conséquent les personnes sous protection internationale à se départir de tout acte incompatible avec leur statut et en appelle à l'ensemble des acteurs en charge de la gestion de ces camps à plus de rigueur et de vigilance. Engagé à trouver une solution durable aux problèmes de sécurité et de la protection des réfugiés et demandeurs d'asile, le gouvernement du Burkina est disposé à effectuer la relocalisation des réfugiés du camp de Mentao dans les meilleurs délais et procéder au renforcement de la sécurité des camps de réfugiés avec le concours de ses partenaires. Et c'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Pour en revenir à l'actualité du Covid, l'une des conséquences des mesures d'assouplissement est la reprise des activités de transport. Ce 5 mai, taxis, cars et bus ont repris du service. Le seul hic qui demeure, c'est le non-respect de la distanciation sociale, d'ailleurs décrié par les passagers. Constat à Ouaga avec Jean-Eudes Bayala et Amandine Lalsaga. Nous sommes les premiers clients de Haruna Yamiogo en ce premier jour de reprise des activités de transport. Pour avoir accès à son taxi, il faut se désinfecter les mains, porter un masque et pour lui, pas plus de 3 passagers à embarquer. Après quelques semaines d'arrêt, il est heureux de pouvoir à nouveau arpenter les artères de la ville de Ouagadougou avec son taxi. Pratiquement 1 mois, 7 jours, un chauffeur de taxi quand il est au volant, il est déjà content. Et je souhaite que, en tout cas, le travail ne s'arrête plus. Mon souhait est que la pandémie cesse. Les bus et les cars reprennent également de service ce 5 mai. Dans cette société de transport, les cars défilent, comme là également, au grand bonheur des passagers. J'étais à Gao pendant 1 mois. Et je voulais venir ici. Bon, on dit qu'à cause du Covid-19, les routes sont bloquées. Donc, je suis fier aujourd'hui d'avoir atterri à Ouagadougou. C'était un peu compliqué. Bon, la cause était noble, mais il était nécessaire quand même qu'on puisse quand même réouvrir les voies pour que les gens puissent mener leurs activités. On est content. Ça, vraiment, c'était pas la peine. Si ça restait encore plus 1 mois, ça serait plus grave que le coronavirus encore. On va suivre les procédures pour se protéger aussi. Comme c'est le démarrage, les gens ne savent pas que les gars sont démarrés. On en a arrêté. D'ici 14 h, on va fermer. Comme il y a le couvre-feu, on ne sait pas comment faire. Dès matin, on avait organisé pour chaque départ, chaque INE pour départ. Mais comme il n'y a eu pas de passagers, on a diminué surtout des heures, presque 3 heures avec une seule car. Avec la levée de la quarantaine des villes touchées par le Covid-19, la desserte à l'intérieur du pays a repris. Mais les activités n'ont pas pour autant repris pour toutes les sociétés de transport, notamment celles qui opèrent à l'international. C'est ce que Mohamed Abdraman tente d'expliquer à certains passagers au bout du fil qui veulent faire des réservations. C'est vrai, on est content pour nos frères qui ont eu l'autorisation d'exercer. En fait, maintenant, c'est ouvert au Burkina, mais les gens n'arrivent pas à faire la différence. En fait, Rimbo, c'est une compagnie internationale. Donc, nous, on n'a pas cette autorisation d'exercer. On dépend des frontières, en fait. Comme les frontières sont fermées, donc du coup, Rimbo ne peut pas bouger, en fait. La reprise des activités de transport est effective, mais certains passagers déplorent le non-respect de la distanciation, comme dans ce cas de transport de 70 places avec 70 passagers prêts à bouger. Moi, j'ai constaté que ce n'est pas le cas. Vu ce qu'ils avaient dit, on a trouvé que ce n'est pas le cas. Mais comme on n'a pas le choix aussi, du moment où toi aussi tu es obligé de partir là où tu veux aller,
Tu te permets de suivre comme ça également en prenant tes précautions, quoi. Ce cas de non-respect des mesures dès le premier jour de reprise des activités est une source d'inquiétude quant au respect du protocole d'accord qui a prévalu à la levée des mesures de restriction dans le secteur. Et quid de la situation dans la ville de Bobo-Dioulasso? Pour un premier jour, les activités reprennent timidement. Des dispositifs sont mis également en place pour minimiser les risques de contagion. Faisons le constat avec Lamine Karantao et Ali Traoré. Le calvaire qu'on a eu à vivre, c'est avec, comment dirais-je, notre personnel. Notre personnel, ils ont, comment dirais-je, ils n'ont pas aimé cette situation parce que n'importe qui n'aimerait pas être en chômage. Et bon, en tout cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Plus d'un mois que responsables et agents des sociétés de transport de la place souffraient de cet arrêt du trafic interurbain. Mais aujourd'hui, avec la levée de la quarantaine et l'autorisation de la reprise du trafic, c'est une aubaine pour ces travailleurs. On a appris cette nouvelle avec joie, vu qu'on était fermé à longtemps. C'est vraiment avec joie vive qu'on a appris cette nouvelle. Je me suis levé à 5 h. Dès que j'ai fini de jeûner là, je me suis douché, j'ai pris ma voie pour venir à la gare. C'était la chancellerie, c'était bon en fait, c'était la joie de voir les activités économiques un peu commencer comme à l'état actuel. Pour cette première journée, pas d'affluence dans les différentes gares, mais l'essentiel pour les travailleurs, c'est la reprise des activités. Même si c'est un peu dur, c'est pas encore totalement accéléré comme auparavant, mais en tout cas on essaie de faire avec. À la gare, bon, c'est mou, les gens viennent un peu, bon, comme la nouvelle n'était pas encore proposée jusqu'au programme là, bon, on s'est débrouillé avec. Voilà. Et le premier départ est sorti à 7h30 avec un effectif qui a été vraiment dédaigné par le ministère, inférieur de 5 personnes, s'il y a un bus de 48 places. Donc on est sorti avec un bus de 48 places, avec un effectif inférieur à 48 de 5 personnes. En plus de cet aspect, il y a le couvre-feu qui paralyse également la reprise normale des activités. Le couvre-feu ne nous permet pas de satisfaire pleinement la clientèle comme vous pouvez le constater. On est obligé de réduire le nombre de voyages dans la journée et chez nous le dernier départ c'est à 12h30. On avait des 18h30 mais bon, vu l'effet du couvre-feu, les 18h30 sont supprimés, notre dernier départ c'est 14h. Des contraintes certes, mais pour la bonne cause, rassurent ces responsables de gare. Et pour aider le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19, des dispositifs de lavage de mains sont déposés dans les différents lieux stratégiques. Et depuis ce 4 mai, la rentrée administrative est entamée en vue d'une préparation à la reprise des cours. Une de nos équipes a fait le tour dans quelques établissements pour en constater l'effectivité. L'administration s'attelle pour encore sauver l'année. Les cours devraient reprendre avec l'application des gestes barrières. Draman Guéné. Lycée professionnel régional du centre. Ce matin encore, les enseignants défilent pour s'enquérir des dernières nouvelles sur la reprise des cours la semaine prochaine. Ici, l'enseignement est à dominance pratique dans des ateliers peu spacieux. Avec l'ensemble du personnel, le proviseur dit préparer des formules adaptées. D'abord, travailler avec les responsables chefs d'atelier pour que les ateliers puissent être fin prêts et afin de pouvoir accueillir les élèves. Il n'y a que dans ces ateliers, il faut les préparer afin que les élèves puissent être contenus en respectant justement les mesures barrières, la distanciation qui est ici demandée. Au lycée Nelson Mandela, la rentrée administrative est aussi entamée avec beaucoup de défis à relever. La semaine est consacrée à réunir toutes les conditions afin de reprendre utilement les cours malgré le Covid-19. Mettre à disposition des élèves, du personnel, les lave-mains, les gels hydroalcooliques, le savon, nettoyer naturellement toutes les classes, pour que, en tout cas, c'est le minimum. Il y a d'autres, bien sûr, mesures qui peuvent être prises pour que, effectivement, ce soit effectif, cette question de sécurité. Le lundi prochain, c'est la reprise des cours dans les classes d'examen.
il n'y aura pas de programme au rabais, les acteurs tiennent à aller jusqu'au bout. Un programme obligatoire qu'il faut abattre avant que les élèves ne partent en examen. Donc on ne peut pas diminuer ce programme. Parce qu'en tout jusque-là, il ne nous a pas donné des instructions pour abréger un peu ce programme. Donc les professeurs, lorsqu'ils vont reprendre, vont donc continuer avec ce programme conformément au calendrier des examens qui va bientôt nous être donné. Il s'agira simplement pour nous de réaménager le calendrier pour que les différents programmes soient effectivement achevés. Sinon, ce n'est pas de nouveaux programmes qui vont reprendre. La seule inquiétude des acteurs de l'éducation, c'est le front social mis en jachère par la maladie. Mais face à une question de validité ou non de l'année, les encadreurs estiment que chacun pourrait se surpasser au nom de l'intérêt supérieur du monde éducatif. Au-delà de ce que l'on peut réclamer auprès du gouvernement, c'est avant tout l'avenir de nos enfants, à nous d'abord. Ce qui est sûr, le calendrier des reprises est élaboré. Au plus tard, le 25 mai prochain, l'école devra reprendre pour tout le monde après plus de 2 mois de suspension due au Covid-19. Une gestion transparente des dons de toute nature remis au ministère de la Santé, c'est ce que souhaite le RENLAC et pour s'en assurer, il a initié une séance de travail avec les membres de la coordination de la riposte à la pandémie. La substance de ce qui a été dit avec Salif Belem et Estelle Judith Assogba. Suite à l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso pour venir à bout de la pandémie à coronavirus, une chaîne de solidarité s'est vite mise en branle. Des dons en nature et en espèces proviennent d'un peu partout. Et le RENLAC, le réseau national anticorruption, est là dans le rôle de suivi citoyen. Dans son viseur, le ministère de la Santé. Face aux membres de la coordination nationale de riposte à l'épidémie du Covid-19, le RENLAC est ici pour s'assurer de la transparence des fonds et autres dons collectés. À la date du 4 mai, le ministère de la Santé a collecté en espèces et en chèques 1 947 364 884 francs CFA. L'objectif principalement, c'est de s'assurer en tout cas que les dons qui sont faits sont utilisés en tout cas à bon escient et s'assurer que ces dons partent là où en tout cas ils doivent aller. Donc c'est l'objectif principal du RENLAC parce que notre mission, c'est de contribuer en tout cas à la transparence dans la gestion de la chose publique au Burkina. Une démarche salutaire selon le directeur du cabinet du ministère de la Santé. Vous suivez avec nous dans la presse, les réseaux sociaux, que certains citoyens ne font pas confiance à l'administration. Et donc, pour nous, le RENLAC, en venant pour voir comment ça se passe, ça nous libère parce qu'on a pris l'engagement, nous avons la volonté de bien gérer les ressources que des Burkinabés s'en sont privés pour mettre à la disposition du gouvernement pour la lutte contre cette pandémie. Un exercice de redevabilité auquel les membres de la coordination nationale de riposte à l'épidémie du Covid-19 devront s'atteler. Nous ne savons pas à ce stade ce que le RENLAC veut savoir. Nous avons amené tous les documents et en tout cas les informations que le RENLAC voudra savoir lui seront communiquées. Pour le RENLAC, si la gestion s'avère défaillante, les contrevenants seront interpellés et l'information sera portée aux populations. Le même exercice se tiendra au niveau des autres structures qui reçoivent des dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les effets du Covid se font sentir dans le secteur aérien, comme nous vous en faisions cas dans notre édition de la veille. Pour la compagnie de transport aérien Air Burkina, c'est une période de grosses difficultés. Il faut honorer les charges fixes, même si la compagnie ne génère plus de revenus. Mais pour l'instant, à Air Burkina et contrairement à d'autres compagnies dans le monde, il n'est pas question de compression de personnel. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Les chiffres en lien avec l'exploitation d'Air Burkina, considérablement ébranlés par les effets du Covid-19. La maladie a cloué au sol la flotte d'Air Burkina et c'est un véritable coup dur pour la compagnie nationale. Après les recommandations de l'OMS, nous avons commencé à voir également la diminution du trafic. Et malheureusement, lorsque les premiers cas se sont confirmés au Burkina le 9 mars, la réduction a été encore beaucoup plus drastique. Le mois de mai, le mois de juin, nous n'allons pas du tout travailler, c'est-à-dire que c'est des pertes sèches
nous n'aurons pas de revenus et nous aurons affaire à des charges fixes qui sont très élevées que nous sommes obligés de payer. Air Burkina a d'abord commencé par la fusion des lignes de vol au début de la pandémie. Mais aujourd'hui, c'est même la perspective d'ouverture de nouvelles lignes qui s'est vue reportée. La suspension négociée de certains salaires est aussi observée. Nous avions prévu l'ouverture de certaines lignes, particulièrement la ligne de Libreville et la ligne d'Abuja, qui devaient être une nouvelle source de revenus pour la compagnie. Nous sommes obligés aujourd'hui de reporter l'ouverture de ces deux lignes. Et nous avions des pilotes expatriés qui travaillent avec nous. Donc nous avons ceux qui étaient à l'extérieur, nous avons demandé négocier la suspension de leur contrat pour pouvoir permettre de faire des économies. Et ceux qui avaient été bloqués ici au niveau du Burkina, nous avons négocié et obtenu avec eux qu'ils soient seulement pris en charge en ce qui concerne leur alimentation journalière et qui renoncent à leur salaire. Toutes ces difficultés pourraient laisser penser à une réduction du personnel afin de permettre à la compagnie de survivre au coronavirus. Mais selon Blaise Sanou, la compagnie est optimiste quant à la reprise des activités et compte sur l'ensemble du personnel pour la relance de l'exploitation. Pour le moment, nous n'envisageons pas de licencier qui que ce soit parce que, comme je l'ai dit, nous sommes assez optimistes. Nous pensons pouvoir démarrer d'ici le mois de juin. Donc si nous démarrons d'ici le mois de juin, nous aurons besoin de tout notre personnel pour poursuivre l'exploitation. Toutefois, précise le directeur général d'Air Burkina, il ne faudrait pas se voiler la face. La reprise des activités ne se fera pas à vitesse grand V. Les experts d'ailleurs estiment que la reprise, pour qu'on retrouve le niveau de trafic normal et qui est semblable à celui de 2019, il faudra attendre le premier trimestre 2022. Ce qui veut dire également aussi que l'année 2021 va être très difficile pour les compagnies aériennes. Qu'à cela ne tienne, à Air Burkina, c'est l'optimisme qui est le maître mot. Pour poursuivre, les dépenses non essentielles de la compagnie ont été gelées et l'activité du fret est également développée selon Blaise Sanou. Air Burkina table sur une reprise des activités pour le mois de juin. Les responsables de la compagnie restent cependant suspendus aux recommandations de l'OMS. Dans un tout autre registre, il est question de la tournée du ministre de l'Énergie dans 3 arrondissements de la ville. Un déplacement qui permet la visite de réalisation du projet d'électrification des zones périurbaines de Ouaga et Bobo-Dioulasso. Le taux d'exécution est estimé à 90%. Le projet devrait permettre 17 500 nouveaux branchements et son coût total est estimé à 31 milliards de francs CFA. Détail avec Amado Ilboudo et Sébastien Zongo. Le ministre de l'Énergie sur le site de Yagma, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Des agents à l'œuvre au sol et d'autres en hauteur en train de faire avancer les travaux d'électrification en cours d'exécution. L'entrepreneur promet la mise en service dans 10 jours. À Rimkieta, dans l'arrondissement 8, les installations électriques sont faites et les travaux sont en cours d'achèvement. De l'autre côté, dans l'arrondissement 7, les travaux sont achevés et les branchements ont commencé dans les quartiers Sondgo et Bonheurville. Celui qui le désire, il peut demander son branchement auprès des équipes de la Sonavel et vont le prendre. Ceux qui veulent maintenant profiter de la campagne promotionnelle, il faudra qu'ils attendent un peu parce que le matériel qu'on a commandé dans le cadre de cette campagne promotionnelle est en train d'arriver. Il reste une partie. Et d'ici fin juin, en tout cas, si tout va bien, on aura l'entièreté de ce matériel de branchement. Le taux global est de plus de 90% d'exécution dans le cadre du projet d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Coût du financement, 31 milliards de francs CFA, dont 23 par la Banque africaine de développement. L'État burkinabé et la Société nationale d'électricité Sonabel apportent chacun 4 milliards de francs CFA. Dans la même veine que le projet PEPU, il y a le projet PDCL que nous allons développer, qui va permettre donc aux ménages d'avoir accès donc à un branchement à un prix très concurrentiel, autour donc de 3 000 francs. Vous allez avoir le branchement à votre niveau. Et le remboursement se fait graduellement pendant peut-être 5 ans ou 10 ans. Ce projet vise 14 500 branchements à Ouagadougou et 3 000 à Bobo-Dioulasso. La réception des travaux est prévue au mois de juin 2020.
Autre titre de ce journal, le stade régional de Tenkodogo décoiffé par un vent violent. Une situation qui se présente 6 mois seulement après la célébration du 11 décembre dans la ville. Le secrétariat permanent entend situer les responsabilités après avoir dépêché une mission sur le terrain. Mais en attendant, nous sommes allés constater les dégâts et c'est ce que nous voyons avec Amadou Marcel Atto. Le stade régional de Tenkodogo méconnaissable 6 mois seulement après les festivités du 11 décembre. La toiture complètement décapée et des tribunes totalement effondrées ou presque, c'est le constat fait après le passage d'un vent violent hier dans l'après-midi. C'est une situation déplorable, mais que nous allons travailler justement à rattraper à travers donc l'entreprise, puisque le stade est toujours en chantier. Donc, nous pensons que c'est la responsabilité donc de l'entreprise. Nous n'avons pas réceptionné ni réception provisoire, ni réception définitive. Donc on ne peut pas dire que c'est l'État qui perd. C'est peut-être l'entreprise qui va perdre, à mon avis. Pour davantage situer les responsabilités sur cet écroulement, il faudra attendre une mission conjointe du secrétariat permanent du 11 décembre et du ministère en charge des sports sur le terrain pour mieux constater les dégâts. Ce qui va nous permettre d'évaluer et certainement de donner des recommandations à l'entreprise pour certainement renforcer peut-être les superstructures et aussi voir dans quelle mesure l'entreprise peut nous donner une infrastructure de qualité et à bonne date. En rappel, l'urgence du 11 décembre avait contraint à une interruption des travaux dans ce stade afin que la finale de la Coupe régionale, d'ailleurs le seul match, puisse se jouer. Ce soir, nous parlons également des efforts communs dans la lutte contre le Covid. L'entreprise Nestlé et celle d'Agroserve offrent respectivement des produits alimentaires et nutritionnels d'une valeur totale estimée à 15 millions de francs CFA. La remise est intervenue ce 4 mai. Elle est immortalisée par Alidou Badine et Marguerite Douaniou. 781 cartons de produits Nestlé d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA pour accompagner le ministère en charge de l'action humanitaire dans la gestion des couches les plus vulnérables dans ce contexte de Covid-19. Nestlé Burkina SA joue sa partition dans la mobilisation générale contre la pandémie de la maladie à coronavirus. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Il y a 3 initiatives principalement. Premièrement, la distribution des kits de produits alimentaires pour les détaillantes de bouillon dans les marchés. Deuxièmement, la mise à disposition des dispositifs de lavement dans quelques écoles. Et troisièmement, aussi la mise à disposition de 3 respirateurs pour un centre de santé. Dans le contexte aujourd'hui du Covid-19, il faut que nous ayons une approche intégrée, parce qu'il faut dire aussi que nous sommes dans la démarche du plan de soutien à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, et nous devons intégrer aujourd'hui cette nouvelle donne qui est le Covid-19, qui, par les mesures barrières de riposte, engendre une vulnérabilité plus accrue des populations. L'entreprise Agroserve Industrie SA, spécialisée dans la transformation agroalimentaire du maïs, apporte également son soutien au ministère en charge de l'action humanitaire à travers 1000 sacs de semoule et 250 sacs de farine de 20 kg, le tout estimé à 5 millions de francs CFA destinés aux personnes démunies. Nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid pour apporter notre petite contribution. Et le département de l'action humanitaire, déjà appelé à faire face au stress alimentaire lié à la crise sécuritaire, ce geste est du pain béni, selon la ministre Laurence Ilboudo-Marchal. Les donateurs du jour s'engagent à rendre disponibles leurs produits pour permettre une saine alimentation des populations. C'est un matériel médical que North Gold apporte son soutien au ministère de la Santé. 55 millions ont été injectés dans l'achat de ces équipements
comme nous le voyons dans ce compte-rendu de Salif Belem et Estelle Judith Assoba. Les responsables de Nord-Gol arrivent ce 4 mai au ministère de la Santé, les bras chargés de matériel médical d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Ce don est composé de gants, de gel, de masques, de respirateurs artificiels et de l'oxygène. Il est destiné au ministère de la Santé et vient en appui dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Lorsque la cage de ton voisin brûle, tu es obligé de l'accompagner parce que demain ça peut être pour toi. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner le gouvernement, le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Bien avant ce geste, Nord-Gol avait apporté son soutien au niveau régional, en l'occurrence au district sanitaire de Tougouri et de Kongoussi. Nous avons accompagné le district sanitaire de Kongoussi pour la formation des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le Covid, pour la sensibilisation avec un don du matériel. Et notre accompagnement au district sanitaire de Kongoussi se chiffre à environ 11 millions de francs CFA. Par la suite, nous avons accompagné également le district sanitaire de Tougouri avec également le même programme, des émissions radio, la sensibilisation, un don du matériel et d'une valeur d'environ 5,5 millions de francs CFA. Nord-Gol regroupe 3 filiales au Burkina Faso, Bissau-Gol, la société minière de Taparco et Nord-Gol San Matenga. Il évolue dans la région du centre-nord et du plateau central et est situé à Sabsé, dans le BAM. Voilà, c'est avec la générosité que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.